distingués invités, chacune et chacun en ses titres, grades et qualités respectifs, chers amis rotariennes et rotariens, il aurait été peut-être plus rapide de composer un poème sur fond d'un litige, de vous parler poétiquement des conflits en vers et en rimes. Il aurait été aussi facile d'écrire un roman, de vous raconter une histoire avec pour trame une ou plusieurs disputes. Mais non, aujourd'hui, je ne prétends pas seulement vous relater les querelles. Je suis là pour vous parler autrement des mésententes, des crises, des dissensions. Nous allons toutes et tous porter ensemble un autre regard sur les discordes et nous poser une question. La question consistant à savoir s'il serait possible de transformer un litige en potentiel. Potentiel au sens de puissance, de capacité, de force positive, faire de la tension une transformation, un rebondissement. Pour analyser cette interrogation que j'ai attribuée au titre de ma conférence, j'aborderai deux axes principaux. Le premier axe, en amont, la phase pré-litige, associera litige et potentiel avant la survenance des divergences. Et le second axe, en aval, conjuguera litige et potentiel pendant et après la survenance des divergences. À titre liminaire, j'aimerais clarifier que mon intervention de 20 minutes couvrira le litige au sens large du terme, c'est-à-dire toutes sortes d'affrontements, et pas seulement le litige donnant lieu à une procédure contentieuse ou à un procès. Mon propos couvrira aussi tout type de litige personnel ou professionnel afin de susciter une identification interactive, car celle ou celui parmi vous qui n'a pas connu des moments conflictuels à titre privé pourrait se reconnaître dans le cadre professionnel, et celle ou celui qui n'a pas connu des moments conflictuels dans la vie privée professionnelle pourrait se reconnaître côté professionnel. Commençons d'abord par aborder le premier axe en amont, à moins de trouver parmi vous des personnes qui n'ont jamais connu ni l'un ni l'autre et qui mériteraient de figurer dans le Guinness. Le premier axe en amont, la phase pré-litige, avec pour objectif d'associer litige et potentiel avant la survenance des divergences. Il va de soi qu'il existe dans la vie des personnes procédurières qui cherchent et qui alimentent les conflits, comme il y a des personnes pacifiques qui préfèrent être en harmonie avec elles-mêmes, avec les autres, avec la vie. La différence entre ces personnes ne nous fera pas oublier le point commun entre elles, la connexion, l'existence du contact. Car ces personnes dialoguent forcément entre elles, transfèrent des mots, des paroles, qui risquent parfois d'être mal comprises ou mal transmises et d'être la source de désaccords. Il est donc habituel, lors d'un échange, émission, réception, réflexion, d'aborder ou d'affronter, selon les cas, un malentendu, une contestation, une rivalité et même une résistance. N'est-ce pas là le début d'une conflictualité? Car au fond, qu'est-ce qu'un conflit? N'est-ce pas un différend entre deux ou plusieurs personnes qui se heurtent à des opinions divergentes et où les attentes des unes sont en opposition avec celles des autres? Certes, nous pouvons relativiser ou même banaliser en nous disant que notre société tout entière est constamment confrontée à des exigences inconciliables et à une impuissance à s'accorder. Comme nous pouvons aller plus loin
en admettant qu'il y a toujours une origine, une cause, une raison au litige et apprendre par conséquent à l'anticiper. Oui, chers amis, il est possible de faire en sorte d'éviter que le litige se produise. Au lieu de tout projeter sur l'autre, nous pouvons empêcher la logique hostile et faire de cette étape pré-litige un potentiel aussi bien vis-à-vis de soi que vis-à-vis de l'autre dans le cadre de la prise de contact. Comment? Vis-à-vis de soi d'abord, en nous assurant de l'origine du malaise. Est-ce un problème avec nous-mêmes ou avec l'autre? En d'autres termes, un litige intérieur ou extérieur? Concentrons-nous sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui transparaît de notre état d'âme, de notre mauvaise humeur? Tout échange ne suppose-t-il pas une perception de soi avant d'être une perception de l'autre? Parlons-nous. N'avez-vous d'ailleurs pas remarqué que notre principal interlocuteur tout au long de la journée n'est personne d'autre que nous-mêmes? Nous réaliserons que nous sommes en présence d'un réservoir infini de parasites dans nos propres pensées, que nous chercherons à remplacer à tout prix par de bonnes bases afin de nous prémunir et de nous bétonner en intégralité. C'est bien dans ce contexte que certains auteurs ont identifié ce qu'ils ont appelé la fenêtre des humeurs. Cette fenêtre est censée nous permettre de nous positionner nous-mêmes. Sommes-nous dans l'accueil ou dans le rejet? Et pourquoi? En remontant à l'origine de l'antagonisme, nous prendrons conscience que le problème ne provient pas toujours de l'autre, il peut provenir de nous. C'est ce qui a amené l'auteur Jean-Louis Lascaux à écrire, je le cite, « Le conflit est d'abord en nous, mais comme nous n'avons pas appris à nous regarder avant de regarder les autres, nous conservons ce pli et attribuons facilement aux autres les pensées qui nous habitent. » Fin de citation. Grâce à cette introspection, nous aurions posé un vrai potentiel, une vertu dans notre esprit vis-à-vis de nous-mêmes et nous regarderons ensuite vers l'autre pour entamer sereinement l'approche relationnelle, toujours sur le chemin de l'anticipation du conflit. Savez-vous que c'est parfois dans la relation que se situe à la fois le litige et sa solution? N'avons-nous pas toutes et tous tendance à éprouver un a priori sur l'autre, à faire de fausses interprétations avant d'observer? Un appel en absence, un message sans réponse génère parfois 1001 interprétations chez celle ou celui qui ne reçoit pas de réponse. Or, ne pas avoir répondu ne signifie pas forcément ne pas avoir voulu, mais ne pas avoir pu en raison d'un empêchement. Est-il nécessaire de faire dire aux non-dits ce qu'ils n'ont pas dit? N'est-il pas plus utile d'observer les faits avant d'évaluer des ressentis personnels? Au lieu de lancer « tu ne réponds jamais, tu es toujours occupé », disons plutôt « je n'ai pas reçu de retour d'appel de ta part », sans donner nous-mêmes la raison. Nous en déduirons que nous ne faisons pas nécessairement face à l'autre, mais à la perception que nous nous faisons de l'autre ou à celle que l'autre se fait de nous. Nous ferons dès lors de cette perception un contentement plutôt qu'un affrontement. Après les préjugés, il y a l'attitude, la nôtre ou celle d'autrui. Il y a une manière de se comporter, de parler, qui attise les querelles et qui suscite les crispations. D'où l'importance de savoir communiquer, de savoir signifier, sans oublier aussi et surtout de conserver son humilité. Nous savons
que la communication est souvent comparée à un iceberg. Il y a une partie que nous voyons et une autre que nous ne voyons pas. La communication explicite et la communication implicite, celle dont nous n'avons même pas conscience. Nos gestes et nos postures peuvent faire passer un message encore plus fort que ce que nous disons. Croiser les bras, par exemple, est une communication non verbale qui pourrait signifier « je me retranche derrière mes idées, laissez-moi tranquille ». Et puis, il y a aussi la communication violente et la communication non violente. Afin d'éviter toute formule accusatoire, communiquons en employant « je » à la place de « tu » ou « nous » à la place de « vous ». Au lieu de lancer « tu ne m'as pas encore répondu », dire plutôt « je n'ai pas encore reçu ta réponse ». Vous voyez la nuance. Toujours dans cette prise de contact, plutôt que d'exclure l'autre, nous mettrons l'accent sur sa reconnaissance et sur son inclusion. Ceci provoquera un entrain dans l'approche relationnelle et freinera toute source de tiraillement et de reproche. Nous essayerons aussi d'entrer dans la logique de l'autre pour savoir à qui nous avons affaire et pour adapter notre argumentaire à chacune et à chacun. Et pour cela, nous activerons notre écoute. Connaissez-vous l'expression, je cite, « de la bouche de l'un à l'oreille de l'autre, quelle distance ?» Nous nous servirons de la parole pour mieux entendre et élucider les implicites, pour mieux communiquer et exprimer nos points de vue. Et nous aurions ainsi construit un véritable acte de langage et marqué le respect mutuel dans la relation en instaurant dès le début un climat d'équilibre, de confiance et d'harmonie. Partant de là, nous nous serions dotés d'un énorme potentiel pour éviter le conflit, qu'il soit enfoui en nous ou dans la prise de contact avec l'autre. Il arrive que malgré toutes les ondes positives que nous nous sommes attirées afin de prévenir le différent, il arrive que nous nous heurtions quand même à des divergences. C'est l'objet du deuxième axe en aval, la phase litige, avec pour objectif de conjuguer litige et potentiel pendant et après la survenance des divergences. Le litige est donc là. Il fait partie intégrante de la vie professionnelle, sociale, familiale. Aujourd'hui, nous gérons les crises comme nous gérons les stocks. Mais comment conduire la sortie de crise de façon efficace sans se détruire et sans nuire à la relation? L'orientation des événements dépendra de notre volonté de conserver ou non un contexte relationnel positif. Observons d'ailleurs l'entrée dans le litige dès les premiers moments. Nous pouvons être tentés d'être guidés par le conflit et par les rapports de force, sachant que ceci ne mènera nulle part, comme nous pouvons plutôt choisir d'accueillir le litige en vue de le piloter pour en sortir grâce à des outils objectifs ou en vue d'en faire un facteur de changement. D'abord, accueillons le litige en vue de le piloter pour en sortir grâce à des outils objectifs. En situation conflictuelle, qui d'entre nous ne s'est pas senti incompris, blessé, trahi? Nous souhaiterions tellement nous signifier des choses importantes, mais nous ne sommes pas en mesure de les exprimer, tant notre volonté vise d'abord à vider notre colère, ou à nous déculpabiliser et à accuser l'autre. Pourtant, nous pouvons nous servir du litige pour réorienter la relation en désintoxiquant le message. Au lieu de déclarer « vous n'avez rien compris », choisissons des propos de levier. « J'ai le sentiment d'avoir été incomplète. Je crains de ne pas avoir été assez claire. » Au lieu d'affirmer « je sais ce que je fais, c'est ma mission », tendre la perche en disant « j'ai besoin que vous m'aidiez pour avancer ».
En évitant le propos frontal, nous aurions créé une ambiance positive, entreprenante. Et surtout, ne soyons pas tentés de confronter des états émotionnels. Il y a des mots cruels qui peuvent être destructeurs. Interagissons avec les idées et non avec notre interlocuteur. Comparons nos choix respectifs. Métacommuniquons. Il y a la communication et la métacommunication, c'est-à-dire en reformulant des phrases. Qu'avez-vous voulu dire en évoquant ce point? En évaluant et en mesurant la justesse de l'option d'autrui et la nôtre, nous aurions évité que chacun ignore ou minimise ce que dit l'autre ou encore en dénature la signification. Abordons également les questions sur lesquelles nous sommes en accord plutôt que d'aborder uniquement celles sur lesquelles nous sommes en désaccord. Un exemple de phrase pour apaiser l'atmosphère tendue. Nous avons des points communs. Je suis capable de comprendre votre point de vue. Et ensuite, mettons-nous d'accord sur le désaccord. Car finalement, chacun de nous peut estimer avoir raison et considérer que l'autre a tort. Mais il n'est pas nécessaire que quelqu'un perde pour que l'autre gagne. D'ailleurs, François de La Rochefoucauld avait dit, je le cite, « Les querelles ne dureraient pas longtemps si le tort n'était que d'un côté. » Fin de citation. Et il n'est pas absolument nécessaire d'aboutir à une solution au litige. Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat. Le seul fait de s'être reparlé est déjà une grande réalisation. Et au lieu de polémiquer, vous m'avez dit que, je vous ai répondu que, il existe une panoplie de techniques à utiliser. Employons des formules. Si j'ai bien entendu, si j'ai bien compris, vous m'avez dit que. Ensuite, nous pouvons faire une synthèse sans jugement de valeur. Cette mise au point est l'occasion de recentrer, de recadrer, de ramener l'autre sur le contexte. Et au lieu d'affirmer de façon agressive, interrogeons en posant des questions ouvertes. Qu'avez-vous voulu dire en disant ceci? Avez-vous pensé à certaines conséquences de ce que nous venons d'évoquer? As-tu réfléchi à ce qui pourrait survenir si nous adoptons ceci au lieu de cela? Favorisons l'échange. Ne nous contentons pas de simples questions fermées par lesquelles nous n'obtiendrons que de simples oui ou de simples non. À la lumière de tous ces outils objectifs pour piloter le litige, nous aurions pris conscience du potentiel relationnel. Car finalement, ce n'est pas tant le litige qui est le plus redoutable, mais l'attitude, le comportement et la réaction au litige. Prenons du recul. Ceci ne veut pas dire abandonner. Lâcher prise signifie prendre de la distance, se détacher pour relâcher la pression et mieux revenir. Ceci calmera les esprits et redynamisera la relation. Vous allez me dire, et si malgré l'avoir piloté pour en sortir, le litige est toujours là? Ou encore, comment réagir en présence d'un comportement systématiquement non coopératif et d'une mauvaise foi irréductible, et j'en passe? Dans ces cas, que j'appellerai pathologiques, où l'excès conflictuel risque d'empêcher de vivre ou de travailler ensemble, un litige n'est pas nécessairement néfaste. Il doit être perçu comme un moteur de changement, un facteur d'avancement, un outil de transformation constructive. Les affrontements au sein d'une équipe, d'une famille, d'un couple, peuvent être l'occasion de modifier une structure et de réformer là où le statu quo n'est plus possible. A contrario, l'absence de litige entraînerait des attitudes de conservatisme et d'alignement, ce qui serait étouffant. Par conséquent, rechercher le consensus à tout prix pour éviter le clash pourrait s'avérer contre-productif. D'ailleurs, savez-vous qu'au Japon et qu'en Chine, les mots crise
et opportunité sont représentés par le même idéogramme, les disputes sont considérées comme un temps d'apprentissage que chacun peut vivre positivement pour rebondir. Dans ce même ordre d'idées, François-René de Chateaubriand avait dit, je le cite, « Les moments de crise provoquent un redoublement de vie chez les hommes. » Fin de citation. Sur ces bonnes paroles, je souhaiterais conclure en disant que malgré les derniers rapports de la Banque mondiale selon lesquels 2 milliards de personnes seraient exposées à un environnement violent, et que face à l'horizon qui ne semble pas s'éclaircir puisque le nombre de conflits va crescendo et que les statistiques de paix s'avèrent préoccupantes, ayons à l'esprit qu'un litige, qu'un conflit, non armé bien entendu, ne signifie pas à tout prix drame, isolement ou dysfonctionnement. La probabilité d'anticiper un litige existe. Si cette probabilité n'aboutit pas, il y a de fortes chances de réussir à négocier le litige. Et à défaut d'avoir pu l'éviter ou le solutionner, accueillir le litige comme un facteur de changement et aller jusqu'à dire pas de réforme sans litige. Avec cette triple possibilité, nous aurions non seulement répondu par l'affirmative à la question « Peut-on transformer un litige en potentiel ?», mais nous aurions convenu d'attribuer aussi un triple B à ce potentiel présent à toutes les étapes avant, pendant et après la survenance des divergences. Je vous remercie.